Bonjour, bienvenue pour ce webinaire, ce dernier webinaire de 2025, organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, intitulé « Et si l'IA redessinait vos métiers ?» Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Bonjour. Farida. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce webinaire autour des compétences et métiers en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, donc, nous sommes chargés d'affaires au niveau de l'association Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, moi-même dans le Rhône, Aurélie dans le Cantal, et nous sommes avec Sylvie Marquet, la responsable régionale emploi-formation du Pilier. Isabelle, merci d'avoir répondu présente à notre invitation autour de ces éléments un peu prospectifs pour prendre un peu de hauteur. Surtout que tu es connectée de loin, hein, tu es à Kourou en Guyane, donc c'est pas tout à fait la même heure chez toi. Merci d'être là. Avec plaisir, Donc, merci voilà. pour l'invitation. Donc, tu es cofondatrice de l'Observatoire des métiers du futur, qui a pour objet donc d'aider les entreprises à mieux comprendre l'évolution des métiers avec l'intelligence artificielle, le numérique. Bon, tu animes notamment le podcast Les métiers du futur, qu'on vous invite à découvrir. Et puis, tu interviens dans de nombreuses conférences. Tu es autrice de 2 livres, Les métiers du futur et Emploi 4.0. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Quelques précisions sur le fonctionnement. Vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Aurélie sera votre voix. Le webinaire est enregistré. Vous aurez la présentation. Il y aura une petite enquête, comme d'habitude, parce que pour nous, c'est très important d'avoir vos retours. Sans transition, Isabelle, on te laisse la main pour nous aborder un peu ce sujet et nous aider à prendre de la hauteur. Alors, merci beaucoup Farida. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se parler pendant 1 heure du futur des métiers, du futur du travail. Peut-être juste, si tu passes au slide suivant, je voudrais préciser d'où je parle. Je ne suis pas futurologue, hein, moi, je suis chef d'entreprise comme vous. J'ai créé ma boîte il y a 9 ans, qui est un cabinet de prospective, comme tu l'as dit très justement Farida, et également de recrutement spécialisé sur les métiers de la tech, de l'emploi, enfin de la tech, de l'IA et de la data. Et tous les travaux qu'on fait à l'Observatoire des métiers du futur sont basés sur 2 choses. D'une part, un travail quantitatif qui est fait depuis 7 ans maintenant sur les compétences et les métiers sur la base d'une taxonomie de compétences, et d'autre part, plus de 40 000 compétences, et d'autre part, un très grand nombre d'interviews. Je crois qu'on en est à plus de 2000, on est 14 dans l'Observatoire des métiers du futur, je ne suis pas toute seule. Plus de 2000 interviews qu'on a fait de chefs d'entreprise, de start-upers, de chercheurs, de patronnes et patrons d'école, de façon à dessiner ce futur du travail et à essayer de comprendre et d'impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. Donc, s'il y a 2 choses à retenir, c'est positivement et que c'est pragmatique. On fait partie des gens qui voient le verre à moitié plein. Et l'idée, c'est que ce soit aujourd'hui qu'on vous donne de l'énergie pour aborder 2026 avec passion sur ces changements sur le travail. Slide suivant. Ce qui, moi, m'a donné envie de m'intéresser au futur du travail et des métiers, c'est ce chiffre-là, qui est un chiffre qui date de 2017, qui a été mis en place par un think tank californien qui s'appelle l'Institut du futur. C'est financé par Dell et qui dit que dans 85% des cas, quand on est en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030 n'existe pas encore. Ce chiffre, il a été remis à jour régulièrement et on est toujours dans la même fourchette entre 80 et 90% des métiers qui n'existent pas encore quand on est en formation initiale pour 2030-2035. Ça dit 2 choses. Ça dit d'une part que pour nos jeunes, il y a un énorme sujet parce que, encore une fois, ça ne concerne pas tous les métiers, ça concerne les métiers des gens en début de carrière. Mais il y a un sujet en fait de comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on aborde le futur de l'emploi et le futur de sa carrière quand on est en formation initiale dans un monde qui est aussi mouvant. La deuxième chose, et ça c'est le slide suivant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on aura entre 6 et 9 métiers dans notre vie. Alors 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Bon, pour la petite histoire, il dit même 6 métiers et demi. Personnellement, j'ai toujours pas compris ce qui était un demi-métier, donc je pense qu'on peut arrondir à 6. 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux. Moi, j'ai 49 ans et demi. J'en suis déjà à 7 métiers. Mais ce que ça dit, c'est que les carrières linéaires n'existent plus. Et donc, en tant que dirigeant, il y a pas mal de questions à se poser. D'une part, quel est le métier de mon entreprise et qu'est-ce qui sera à horizon 5 ans, à horizon 10 ans ?
Et d'autre part, quels sont et quels seront les métiers de mes collaborateurs et collaboratrices pour les accompagner dans ces transformations. Ça oblige à faire de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences beaucoup plus dynamique que ce qui pouvait être fait par le passé. Slide suivant. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on vit depuis, je dirais, un peu plus de 2 ans maintenant, avec les IA génératives, parce que c'est arrivé en France grosso modo en novembre 2023, plutôt début 2023, fin 2022 aux États-Unis. On vit une transformation de l'emploi qui est extrêmement forte. À l'époque, une étude de Goldman Sachs qui a fait couler beaucoup d'encre parlait de 300 millions d'emplois supprimés et en parallèle de 7 points de progression du PIB par an. Là aussi, vous voyez le verre à moitié plein d'un côté, le verre à moitié vide de l'autre. Je ne sais pas où on en est exactement aujourd'hui parce qu'en fait, entre-temps, il y a une crise économique qui s'est quand même greffée là-dessus, que ce soit sur la complexité de la situation politique en France ou sur les tarifs aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui exportent, qui nous écoutent aujourd'hui, j'imagine que oui. Donc en fait, on sent qu'on a un monde qui est très mouvant, qui fait que la manière de quantifier ce point-là n'est pas du tout évidente. Néanmoins, et ça c'est le slide suivant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des ruptures technologiques qui ont transformé le travail, en fait, ce n'est pas la première, celle qu'on vit, et ce n'est pas la dernière non plus. Et que toutes ces ruptures technologiques, elles ont à la fois détruit des métiers et créé des nouveaux métiers. Ces ruptures technologiques, il y en a eu 4. Alors, je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire ce matin, mais je voulais quand même juste revenir dessus. La première, elle date du début du 19e siècle. C'est l'arrivée de la machine à vapeur qui a créé d'une part l'exode rural et d'autre part le tout début de l'industrialisation. La deuxième rupture technologique, c'est au début du XXe siècle, l'arrivée de l'électrification de masse qui a créé le travail à la chaîne. La troisième, elle est plus proche de nous, c'est dans les années 70 à 2000, l'essor de tout ce qui est micro-informatique, qui a créé à la fois ce que moi je vais appeler la tertiarisation de l'emploi, en tout cas le fait qu'il y ait beaucoup plus de métiers de conseil et de services, également une mondialisation des compétences parce que c'est devenu beaucoup plus fluide. Et la quatrième, moi je la date plutôt des années 2010, avec le début de l'intelligence artificielle, du coup pas forcément générative, mais surtout le début des réseaux sociaux, qui ont amené en fait une collecte de données très importante via les smartphones. Et c'est ça qui a permis en fait aux géants du web d'avoir suffisamment de données pour entraîner leurs algorithmes et entraîner l'intelligence artificielle. Donc 4 révolutions industrielles et à chaque fois plus de métiers créés que de métiers détruits. J'en veux pour preuve que la population active en France, c'était 17 millions de personnes au 19e siècle et c'est aujourd'hui plus de 30 millions de personnes. Si tu passes au slide suivant, Farida, en fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce qui change réellement le travail et ce qui a beaucoup d'implications, ce n'est pas forcément l'IA, c'est surtout l'automatisation. La moitié des heures travaillées en France est automatisable aujourd'hui. C'est énorme. Ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître au profit des algorithmes, des IA et des machines. Quand on va un peu plus dans le détail, et là c'est le slide suivant, on voit que 6,5% des métiers, pour être précis, pourraient être totalement supprimés du fait des intelligences artificielles d'ici 2030. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle si 6,5% des postes sont supprimés. Le sujet, c'est de protéger les gens et pas forcément les emplois. Quand on délègue à une machine, à un algorithme, une tâche, c'est toujours qu'elle est répétitive et le plus souvent qu'elle est pénible. Laissons faire aux machines, laissons faire aux IA ce qu'elles savent très bien faire et essayons collectivement d'automatiser un maximum de choses dans nos organisations. Là où c'est très important, c'est que dans 60% des cas, on aura une automatisation qui est partielle. Et en fait, c'est là que tout se joue. En fait, qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage? Comment est-ce qu'on l'exploite? Comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que c'est pour travailler moins? Est-ce que c'est pour travailler différemment? Est-ce que c'est pour former les gens? En fait, c'est ces sujets-là qu'il faut adresser, notamment en tant que chef d'entreprise, parce qu'en fait, les transformations de l'IA sur les organisations et les métiers, c'est avant tout un enjeu de gouvernance. Et du coup, ce sur quoi je voulais insister, c'est que ça nécessite de prendre du recul. C'est pour ça que je vous remercie. Vous êtes connectés ce matin pour qu'on ait cet échange. Et dernier point dans l'introduction, qui est dans le slide suivant, c'est de se dire, et ça c'est un chiffre du World Economic Forum qui est assez récent, qu'à horizon 2030, on va avoir 170 millions de créations d'emplois dans le monde grâce à l'IA, et en parallèle, 92 millions de destructions. Donc on voit bien en fait qu'il y a beaucoup de métiers qui se créent, il y a aussi beaucoup de métiers qui disparaissent, et du coup, il y a 2 défis. Un premier, c'est comment est-ce qu'on adresse
le solde net. Donc, il y a 78 millions d'emplois créés, c'est super, mais il va falloir accompagner tous ceux qui perdent leur emploi et le faire à hauteur et à échelle d'un bassin d'emploi, parce que la mobilité en France, pour changer d'emploi, c'est 30 km, c'est pas beaucoup, 30 km. Et en parallèle, comment est-ce qu'on pourvoit les postes et les métiers en tension? Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'est aussi quelque chose que vous vivez, à savoir des emplois et des postes qui disparaissent dans votre entreprise. Et il faut accompagner les gens là, vers une reconversion ou vers la sortie, mais également des métiers que vous n'arrivez pas à staffer, sur lesquels vous n'avez pas à recruter. Et c'est toute cette dualité-là qu'il faut adresser. Ceci étant dit, on a 4 défis majeurs à adresser concernant le futur du travail. Le premier concerne l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Et je parle bien ici d'une compétence technique et d'un savoir-faire. Un savoir-faire, dans les années 70, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, avait une durée de vie de 20 ans. C'était super. On allait à l'école, on se formait, on avait un diplôme. Éventuellement, on se reformait une fois à mi-carrière et les parcours étaient assez linéaires, voire très linéaires. Ça, c'est fini. Un savoir-faire aujourd'hui a une durée de vie d'1 an. 50% des compétences vont être bouleversées par l'IA à horizon 2030. Il va falloir reformer 60% des salariés et 72% d'entre eux ne savent pas comment s'y prendre et ont peur. Poule, couteau. Donc, il y a ici un énorme défi sur les compétences techniques que vraiment, il faut qu'on prenne tous et toutes à bras-le-corps, que ce soit les organismes de formation, les OPCO, les régions, France Travail et les chefs d'entreprise. Néanmoins, comme je vous ai dit que moi, je faisais partie des gens optimistes, il y a une très bonne nouvelle sur ce slide. Non, c'est toujours le même pour le coup. Il y a une très bonne nouvelle sur ce slide. C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un type de compétence. C'est pas grave. Voilà, il n'y a pas qu'un type de compétence. Il y a un autre type de compétences qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills. L'esprit d'équipe, le leadership, la capacité d'apprendre à apprendre, l'esprit critique. Tout ça, c'est des compétences qui se bonifient avec le temps et qui, elles, ne sont pas touchées par l'obsolescence qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que pour être employable tout au long de sa vie, dans le cadre effectivement des transformations du travail qu'on vit en ce moment, cultiver son savoir-être est une bonne piste. Deuxième défi à adresser, c'est le défi de tout ce qui est essor de tout ce qui est service à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Je pense qu'on l'a à peu près tous vécu quand on retape 4 fois un numéro client pour parler à un serveur vocal qui nous demande de lui dire ce qu'on veut, relever le plafond de ma carte bleue ou sinistre auto. Ça rend dingue et après on attend avec une petite musique un opérateur pendant 10 minutes. C'est pas supportable dans le monde d'aujourd'hui. L'anecdote que je vais vous partager, elle n'est pas anecdotique justement. J'ai été la chercher au Québec auprès du centre hospitalier universitaire de Montréal et je vais vous expliquer comment le patron de ce centre hospitalier, qui est un médecin, d'ailleurs c'est un Français, il s'appelle Fabrice Brunet, comment cette personne-là a automatisé une tâche dans son hôpital et comment ça a été bénéfique pour l'organisation, vraiment de manière macro. En l'occurrence, il a automatisé une tâche et une seule, qui est le fait de pousser des chariots. Il a dit, voilà, ça c'est pénible, ça c'est automatisable, je ne veux plus personne qui apporte des draps, qui apporte des plateaux, qui trimballent dans les étages des médicaments. Cette tâche-là, je l'automatise et je supprime le travail de magasinier. Pour autant, il ne les a pas licenciés. Il en a formé une petite partie à faire de la supervision de robots, parce qu'on sait tous que quand on met un système automatique, eh ben, il y a des moments où ça bug. Donc, il en a formé 5% à faire ça. Et il en a formé 95% à devenir logisticien et logisticienne. Donc, à répartir dans les étages les articles qui étaient apportés par les robots. Et en faisant ça, il a dégagé du temps d'aide-soignant disponible. Il a permis d'avoir plus d'aides-soignants au contact des patients. Et ce qui est intéressant, c'est l'indicateur de succès qu'il a regardé. Il a regardé 2 indicateurs de succès. D'une part, le taux de guérison des malades et d'autre part, leur vitesse de sortie. Parce que, encore une fois, c'est un médecin. Et dans les 2 cas, ça s'est amélioré parce que le temps qui a été dégagé grâce aux machines, il l'a remis au contact des humains, il l'a remis au service de la mission de son organisation. Et c'est bien ça le message que je veux vous faire passer. C'est sûr qu'il y a des optimisations possibles, et tant mieux, mais essayez de faire en sorte que le temps qui soit gagné, ce soit un temps au service des autres, au service de vos parties prenantes, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos clients, que ce soit du temps gagné pour les fournisseurs, parce que ça va améliorer la performance collective. Le troisième défi,
c'est un défi qu'on a un petit peu abordé, c'est celui des postes vacants, notamment dans le numérique. On a aujourd'hui 80 000 postes vacants qui ne trouvent pas preneur du fait d'un déficit de compétences chaque année en France. Alors, c'est dommage. Moi, je fais du recrutement, j'ai un autre métier. Donc, j'ai tendance à dire tant mieux, ça fait travailler ma boîte. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas suffisamment de talent sur ces métiers en tension. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est jusqu'à 10 000 postes vacants chaque année sur ces métiers du numérique. Et ça va aller en croissant parce qu'en fait, plus on a d'IA et plus on a des agents IA, et plus on va avoir besoin de gens pour opérer ça et piloter ces transformations. Et le dernier défi, et qui n'est pas des moindres, c'est celui du shadow IA, de l'IA fantôme. Le shadow IA, c'est moi, collaborateur, collaboratrice, je fais de l'IA dans mon travail, mais sans avoir prévenu mon patron et sans avoir été formé. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est 57% des gens qui font ça. Et j'ai tendance à dire, et je te laisse passer au stade suivant, Farida, qu'en fait, aujourd'hui, quand on est dirigeant d'entreprise, on en est là. Pour ceux qui aiment bien Matrix, on en est à l'étape de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Parce qu'en fait, si les gens ne sont pas formés, ils vont aller utiliser des IA gratuites, ils vont mettre toutes les données dedans, et ça, ce n'est pas du tout étanche, ce n'est pas bon pour le RGPD, ce n'est pas bon pour l'IA Act, ce n'est pas bon pour la souveraineté, et ce n'est pas bon pour la confidentialité des données. Donc, il y a un vrai défi là-dessus, et plus on attend pour mettre à disposition des IA, former les gens et faire des politiques d'utilisation de l'IA, en fait, plus les gens le font dans votre dos, et ça, ce n'est pas une solution excellente. Ceci étant dit, moi, je voudrais derrière enchaîner sur la présentation. On va partager une dizaine de métiers ensemble, qualifiés en 3 types. Mon éditeur a beaucoup tenu à ce que je lui fasse un plan. Donc, en fait, j'ai séparé ces métiers en 3 types. Premier type, univers en évolution. Donc, des métiers qui existent déjà et qui se transforment sous l'impact de l'IA et de l'automatisation. Deuxième type, univers en révolution, notamment la révolution du management. Et enfin, les métiers d'innovation radicale. Donc, ça, c'est des métiers qui existent très peu et qui s'accélèrent et qui se transforment et qui arrivent du fait de l'intelligence artificielle. Et comme moi, je trouve que ce sujet-là, il est un peu magique, j'avais envie de les incarner chacun par un héros de Harry Potter. Donc, premier type, métier en évolution que, bien sûr, j'incarne par notre ami Ron. Et tu peux passer directement au premier métier, c'est le métier d'avocat ou d'avocate augmentée. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'écriture inclusive. C'est moche, l'écriture inclusive, tout ça. Je ne suis pas une grosse fan. Néanmoins, c'est important de se dire que tous ces métiers, ils s'adressent à toutes et tous. Et que c'est des métiers qui concernent les femmes. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de… J'espère que vous me voyez toujours et que vous m'entendez toujours. Oui, ça a l'air de bouger. Donc, c'est des métiers qui s'adressent à toutes et tous. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de femmes aujourd'hui dans les métiers de la tech. En moyenne, c'est 19% de femmes présentes dans les métiers de la tech, notamment sur le métier de développeur. Chef d'entreprise dans la tech, c'est 11%. Dans la cyber, c'est 9%. Donc, il y a un énorme réservoir de talent à prendre en compte là-dessus. Fin de la parenthèse. Alors, l'avocat ou l'avocate augmentée, c'est une personne donc, qui est formée, qui est juriste, qui a fait 5 ou 6 ans d'études, mais qui va pouvoir automatiser 2 tâches dans son quotidien. Premièrement, la rédaction d'actes standardisés et d'autre part, la recherche documentaire. Qu'est-ce que ça change? Ça change son modèle économique. Pendant des années, les avocats, ils ont facturé au temps passé. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que quand on automatise ce qui prend le plus de temps, il ne faut pas vendre du temps, il faut vendre du forfait. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça permet en fait aujourd'hui aux avocats d'avoir des prestations qui sont plus grand public et donc d'adresser un plus grand nombre de clients. Et pourquoi c'est important? Parce que dans 85% des cas, une PME, dans 85% des cas, ne fait pas appel à un avocat alors qu'elle en aurait besoin. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est trop cher. Et en fait, l'automatisation permet d'abaisser les coûts, aux avocats de prendre en charge plus de dossiers et aux clients d'être mieux défendus et mieux accompagnés parce que le ticket d'entrée est plus faible. Deuxième métier, c'est le métier d'interprète des data. Donc ça, c'est le futur du data scientist. Ça s'appelle le vibe coding, vibe coder, donc pardon pour l'anglicisme. Mais en fait, aujourd'hui, les gens qui travaillent avec la donnée et qui développent des algorithmes, ils ne le font plus eux-mêmes. Ils le font faire par des IA génératives, essentiellement par une IA qui s'appelle Claude et qui marche très bien pour ça, et ils les supervisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, avant, où on tapait du code au kilomètre, aujourd'hui, on fait travailler une IA et on la teste. Et on devient à la fois testeur du travail de l'IA et surtout interprète de ses résultats.
Donc, c'est des gens qui savent très bien utiliser les IA génératives, mais qui savent aussi très bien juger de la qualité du résultat et en tirer la conclusion adéquate pour savoir si ce qui est sorti par la machine est opérant ou non et permet de prendre des décisions qui soient dans le sens du business. Donc, en fait, c'est des gens qui ont à la fois le sens de l'économie et le sens du code. C'est une évolution qui est très récente et qui est vraiment intéressante. Si vous avez des développeurs, des développeuses dans vos entreprises ou si vous en recrutez, intéressez-vous à leurs compétences en vibe coding parce que c'est là que ça se passe et ça fait 6 mois que ça se passe à cet endroit-là. Autre sujet dans cette catégorie de métier, c'est ce que moi j'ai appelé le chef de rayon IA. Et ça, c'est la révolution du e-commerce liée à l'IA. Je pense que vous le voyez, s'il y a des gens qui s'appuient aujourd'hui sur des plateformes et des places de marché pour faire évoluer leur système de distribution. Les algorithmes aujourd'hui sont pilotés par l'IA, que ce soit le stock, que ce soit au niveau de la démarche d'achat d'un utilisateur. L'IA peut lui permettre de comparer les produits, d'aller mettre dans le panier, d'aller avoir une approche sur les prix également. Et donc, en fait, il n'y a quasiment plus de référencement et il n'y a plus beaucoup, ou en tout cas beaucoup moins de trafic sur les sites Internet des uns et des autres parce que ça passe par une IA. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nerf de la guerre, si vous vendez en ligne, demain, il ne sera plus sur l'audience de votre site, il sera sur votre audience dans ce qui s'appelle les LLM, les Large Language Models, et sur le fait que quand on tape quelque chose, par exemple, quand on tape futur du travail, qui est une bonne conférencière sur le futur du travail, et ben moi, il se trouve que parce que je suis bien référencée, je ressors bien, et pas que dans Google, mais également dans les Large Language Models. Et donc, vous avez un défi, si vous faites de la vente en ligne, à être bien référencé là-dessus. Et ça, c'est le métier du chef de rayon IA. Et je vous engage, si vous travaillez avec des agences, à les interroger très rapidement sur comment est-ce qu'ils peuvent améliorer votre référencement dans les plateformes. Dernier métier dans cette catégorie, c'est le métier de journaliste du futur. Alors, l'image qui arrive là, c'est un robot. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut s'informer par les robots, bien au contraire, et qu'il faut s'informer par les plateformes. Néanmoins, je pense qu'on l'a tous vécu. Aujourd'hui, on a quand même un réflexe quand on s'informe d'ouvrir son téléphone, d'aller sur son réseau préféré, alors qui Instagram, qui TikTok pour les jeunes, qui Facebook ou qui LinkedIn, mais on se rend compte qu'on consomme l'information de plus en plus par des plateformes. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le modèle économique des plateformes, c'est de nous pousser des contenus qui nous intéressent. Et j'en sais quelque chose parce qu'avant d'être chef d'entreprise, j'ai travaillé 3 ans chez Meta. Je suis repentie à moi des plateformes et j'assume profondément ce que je vais vous dire. Mais à partir du moment où on a des plateformes dont le modèle économique est basé sur l'attention, ils sont là pour vous pousser du contenu qui vous renforce dans ce que vous avez vu avant. Et donc, on ne découvre plus rien. Et là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de l'information et du journalisme, c'est lié au fait d'être capable de s'intéresser à des sujets qu'on ne connaissait pas. Et donc, le journaliste du futur, c'est quelqu'un qui se sert de l'IA pour faire plusieurs choses, pour en fait gagner du temps et pousser automatiquement des contenus non éditorialisés. Je dis n'importe quoi, la météo, les cours de bourse, les résultats sportifs. Et qui va récupérer le temps économisé pour justement vérifier les informations, faire ce qu'on appelle du fact-checking et éditorialiser les infos. Donc, rendre son sujet liquide, faire en sorte que ce soit à la fois une infographie pour les réseaux sociaux, mais également une petite vidéo de 30 secondes qui va passer en story, ou un sujet de 3 minutes qui va passer sur YouTube en mode reportage vidéo, ou un podcast où on va creuser pendant 20-30 minutes un sujet. Donc en fait, le boulot du journaliste, c'est à la fois de vérifier les infos, de rendre son contenu très, j'allais dire stackable, enfin liquide, en tout cas découpable de plein de manières différentes, de façon à ce que ce soit consommé de partout et découvert de partout. Deuxième type de métier, et là j'en viens à Hermione, et pourquoi j'ai demandé à Hermione et pourquoi je l'ai choisi pour incarner les univers en révolution? Eh bien parce que c'est elle qui anticipe le plus, et que la révolution du travail, ça va être d'abord une révolution organisationnelle, une révolution d'anticipation, et donc une révolution du management, et je trouve qu'elle a incarné plutôt très bien ça. Premier métier évoqué dans ce thème-là, c'est le métier de consultant ou consultante en cybersécurité. Vos entreprises sont soumises à de plus en plus de cyberattaques. Il y a 300 000 nouveaux virus chaque jour. Et donc, le sujet, ce n'est pas est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que je vais être attaqué. Donc, protégez-vous. C'est hyper important. Et pour ça, faites-vous accompagner par des gens dont c'est le métier. Ces gens-là, les consultants en cybersécurité,
Le plus souvent, c'est des hackers repentis. On ne va pas se mentir, c'est des gens qui se sont fait prendre la main dans le sac et c'est ceux-là les meilleurs. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent, l'image que je prends pour parler de cybersécurité, c'est l'image du corsaire et du pirate. On est en temps de guerre. Et en temps de guerre, le corsaire, il est mandaté par le roi pour arraisonner les bateaux ennemis et ramener la cargaison à bon port. Le pirate, il fait ce qu'il veut. Et bien, c'est exactement ça. Le hacker, il fait ce qu'il veut. Et le consultant en cybersécurité, il est mandaté par vous, chef d'entreprise, par vous, DSI, pour protéger les données de l'entreprise, pour former les gens, parce que j'insiste, les hacks, le plus souvent, c'est souvent une erreur humaine ou souvent l'API d'un sous-traitant qui a eu une fuite. Donc, pour protéger les systèmes et former les gens, et quand il y a une cata, faire en sorte d'avoir l'approche en termes de remédiation pour que le système il se remette en marche. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, il faut être vigilant sur ce point-là parce qu'encore une fois, ça vous arrivera. Donc, n'hésitez pas à faire des simulations, à vous dire qu'est-ce qui se passe si tout est cassé, comment est-ce que moi je pilote les clients, comment est-ce que mon DSI pilote la personne qui est là pour réparer, comment est-ce que j'informe des fuites de données. Répétez-le, travaillez-le, faites des plans de résilience là-dessus parce que c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de choses. Deuxième sujet, c'est le sujet du management par l'IA. En fait, moi, je vois de plus en plus, depuis quelques temps, des collaboratrices et des collaborateurs et des managers et des manageuses utiliser l'IA pour préparer leurs discussions de management, pour préparer les entretiens de recrutement, pour préparer les entretiens de fixation d'objectifs ou de bilan, ou même pour résoudre un problème en mode « moi, je suis comme ça ». Pour ceux qui font des tests de personnalité, je suis plutôt comme voilà, ProcessCom, ainsi de suite. Moi, typiquement, je suis rouge. Mon chef, il est bleu. Ça marotte, c'est ça. On a un problème sur tel sujet. Comment est-ce que toi, IA, tu l'aborderais? Donc, je ne dis pas qu'il faut laisser à l'IA le soin de manager les gens, mais je dis que pour avoir une discussion dépassionnée, pour avoir des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, se servir de l'intelligence artificielle pour avoir cette discussion-là avant de l'avoir dans la vraie vie, c'est hyper utile et c'est une pratique qui se répand vraiment très fortement. Autre point qui est intéressant sur tout ce qui est organisation, c'est le mentorat inversé. La moyenne d'âge en France dans une entreprise, aujourd'hui, c'est 41 ans. On va bosser à terme jusqu'à 64 ans. Et la moyenne d'âge dans les boîtes de la tech, c'est 31 ans. Donc déjà, il y a un décalage de 10 ans. Et surtout, il y a un sujet de compagnonnage générationnel et il y a un sujet de transmission. Alors, je ne suis pas en train de dire que les gens âgés sont pas bons en digital et que les femmes ont besoin d'être accompagnées par les hommes. C'est à peu près le contraire que je suis en train de dire. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on remet du lien générationnel dans les boîtes. Il y a deux types d'organisations qui font ça très bien. Les armées et les entreprises de conseil. Les entreprises de conseil, vous êtes jeune consultant, vous allez être encadré par quelqu'un, mais vous allez à côté aussi avoir un coach, un mentor qui n'est pas votre boss, qui n'a pas les étoiles, qui n'a pas les épaulettes, mais qui va vous apprendre les us et coutumes de l'entreprise, qui va vous partager la manière de parler à un client, qui va vous partager tout ce savoir-être. Et ça, c'est hyper important et ça recrée du lien entre les générations. Et en fait, la porosité des compétences, elle se fait dans les deux sens. Dans les armées, c'est la même chose. Vous avez du compagnonnage générationnel qui permet de transmettre les traditions et qui permet aussi de remettre de l'énergie à tout le monde. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, en ce moment, avec la crise économique qu'on vit, on a un ralentissement de l'arrivée dans l'emploi des jeunes. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi est-ce que c'est dramatique? Parce que les juniors d'aujourd'hui, c'est la population expérimentée de demain. Et si on se dit, bah, je ne recrute pas parce que bon, c'est compliqué en ce moment, finalement, l'IA peut me faire mon compte-rendu de réunion et ma présentation PowerPoint, et puis je vais plutôt geler les embauches, et ben en fait, on ne prépare pas ce terrain-là et on ne prépare pas l'avenir, et ça, c'est extrêmement dangereux. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, et le dernier métier dans cette catégorie que je voulais adresser, c'est le métier de responsable de l'inclusion numérique. C'est super, on est connecté. Moi, ça marche depuis la Guyane. Bon, je vous épargnerai les sueurs froides qu'on a eues ce matin, mais ça marche. Néanmoins, il y a en France 13 millions de personnes qui ne sont pas connectées. 13 millions. 7 millions qui sont des gens qui sont soit en jaune blanche, soit pas équipés parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et 6 millions de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Pas à l'aise avec le numérique, ça veut dire je ne sais pas attacher et détacher une pièce jointe dans un mail. Et ça touche beaucoup de monde, y compris des jeunes. Hein. Nos jeunes qui sont sur TikTok toute la journée à faire ça, vous seriez surpris. Alors, ils sont très, très bons avec les réseaux sociaux, mais vous seriez surpris sur leur compréhension des usages de bureautique. Ce n'est pas toujours super.
Donc, en fait, il y a aujourd'hui des entreprises, et je pense notamment à La Poste qui a fait ça très bien, qui forment leurs collaboratrices et collaborateurs à lutter contre ce qui s'appelle l'électronisme. Ça, c'est la suite de l'analphabétisme. C'est comment est-ce que je m'assure que tout le monde dans ma boîte est familier avec la tech, avec les outils, avec les réseaux et également avec l'IA. Parce que j'en reviens à mon sujet de 50% des compétences bouleversées depuis 5 ans. Si on ne s'y met pas, si on n'apprend pas à prompter, si on ne pousse pas les gens à utiliser, encore une fois, dans un cadre encadré et pas avec n'importe quelle donnée, ces outils-là, on va avoir un sujet d'employabilité extrêmement fort. Le refus d'obstacles, là, il peut coûter extrêmement cher et à vos collaboratrices et collaborateurs et à votre boîte. Donc vraiment, je vous engage à tous commencer à prompter. Moi, je ne suis pas un chercheur en IA, hein, je vous l'ai dit au début, hein, je fais partie de l'équipe des pragmatiques, mais je suis tombée dans la data et le digital il y a 25 ans, vraiment en surfant. Et là, c'est la même chose pour l'IA et je vous engage vraiment à manipuler les outils parce que c'est comme ça qu'on comprend comment ils évoluent. Dernier type, c'est les métiers d'innovation radicale. Le premier dont j'ai envie de parler, je te laisse avancer Farida et sauter Harry Potter, juste pour dire qu'on a changé de chapitre. Le premier dont j'ai envie de parler, c'est celui d'ingénieur en sobriété énergétique. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais on a un énorme défi là-dessus, sur le développement durable. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre et sur une trajectoire net carbone zéro à 2050. Quasiment tous les secteurs diminuent leur impact carbone. La tech, ça augmente. Aujourd'hui, c'est 4% des émissions à gaz à effet de serre et à terme, c'est 8%. Donc, il y a des gens qui bossent là-dessus sur comment est-ce qu'on rend la tech sobre, sobre en eau, sobre en électricité. Parce qu'on ne pourra pas toujours avoir des cascades qui nous refroidissent les data centers. Et je vous garantis que si un jour il y a un problème et s'il faut choisir entre se chauffer ou faire tourner une IA ou éteindre un incendie, c'est ce qui s'est passé à Los Angeles l'année dernière avec les incendies de Los Angeles, ou faire tourner une IA, le premier truc qu'on coupera, c'est l'IA. Donc, en fait, il y a un énorme sujet là-dessus, sur comment est-ce que je développe des solutions, moi, pour mon entreprise, et pas que pour l'IA, en fait. Si vous êtes sur des entreprises industrielles ou si vous êtes sur des entreprises qui sont dépendantes de l'énergie et de l'eau, et a priori, c'est plus que probable, parce que c'est dans 100% des cas, la sobriété est nécessaire, et si on ne va pas la chercher, on risque d'avoir des vrais sujets. Autre métier, ça c'est un peu mon métier de chouchou, c'est comment est-ce qu'on éduque les robots et les algorithmes. Qu'est-ce qu'on décide de mettre dans la machine? Qu'est-ce qu'on décide de ne pas mettre dans la machine? C'est par exemple ce qui se passe au Japon, où il y a beaucoup de gens qui se font accompagner par des robots anthropomorphes, notamment beaucoup de personnes âgées. Est-ce que je laisse un attachement se créer entre l'homme et la machine? Il y a quelqu'un qui a vraiment voulu épouser son robot au Japon. Hein. Ce n'est pas juste un film. Donc, en fait, ça pose des défis qui sont des défis éthiques. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait une gouvernance des données, qu'il y ait une gouvernance de ce qu'on autorise le robot à faire ou pas. Et ça va pousser, et ça fait la transition parfaite avec le métier d'après, qui est le métier d'éthicien ou d'éthicienne de l'intelligence artificielle. Quand j'ai imaginé ce métier, je l'ai imaginé en 2018. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Maintenant, vous en trouvez dans pas mal de boîtes, vous en trouvez à la Commission européenne. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on a des défis majeurs à adresser. On n'a pas la main, nous, sur les algorithmes et les plateformes, dans très peu de cas. En Europe, il n'y a que Mistral, et qui, pardon, mais n'est pas forcément au niveau en termes de qualité de résultats. Et donc, c'est ennuyeux parce qu'on est soumis à l'éthique d'autres réglementations et d'autres décideurs. Le cas que je vais vous partager 2 cas, 3 cas même. Ils sont extrêmement choquants, extrêmement racistes, ils sont antisémites, ils sont colonialistes, donc je fais le disclaimer qui va bien. Ce n'est pas le reflet de mes opinions, c'est le reflet de ce qui se passe quand il n'y a pas d'éthique ou pas de gouvernance dans l'IA ou quand on n'anticipe pas les choses. Premier cas, c'est Tai, c'est ce que vous voyez là. C'est un robot conversationnel branché sur Twitter. Il est resté en ligne pendant 12 heures. Premier tweet, les humains sont formidables. 12 heures plus tard, zéro modération. Hitler avait raison, je hais les juifs. Bon, inutile de vous dire qu'ils ont débranché. C'est Microsoft qui a eu ce problème-là. Donc, ils ont débranché le robot, mais surtout, ils ont fait un retour d'expérience pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et bien, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de modération, il n'y a pas de morale dans les algorithmes. Et il était plugué à Twitter. Je ne vous fais pas un dessin. Twitter, c'est quand même un concentré d'opinions très clivantes. Il aurait été connecté à LinkedIn, il aurait été CEO de l'univers,
il aurait été connecté à TikTok, il aurait été influenceur, il aurait été connecté à Instagram, il aurait été dans un très bel hôtel, manger des super trucs et passer de très belles vacances et avec une très jolie robe et des très jolies chaussures. Donc, en fait, le sujet, c'est que si on ne modère pas ce qui se passe, si on n'a pas des garde-fous, bah, c'est très compliqué. Autre exemple, là, tu n'as pas besoin de changer de slide. Autre exemple, c'est un cas dans un cabinet d'avocats. Ils ont fait de la justice prédictive sur de la donnée, de façon à aider les avocats à prévoir la décision du juge et donc à être meilleurs dans la défense de leurs clients. Et en fait, il y avait 2 données un peu bizarres qui étaient utilisées et qui ont posé un problème d'éthique. La première, c'est l'heure du verdict, parce qu'on a tendance à être plus clément après déjeuner qu'avant déjeuner. Donc, je sais qu'en métropole, on n'est pas très loin de l'heure du déj, donc j'espère que j'aurai une super évaluation, même si vous commencez peut-être à avoir faim parce qu'il est 11h05. Et l'autre donnée, c'est les résultats sportifs. Un juge a tendance à être plus clément si l'équipe qui soutient a gagné. C'est un biais qui est inconscient. Personne ne met en cause la probité et la parité et la probité du juge. Le sujet, c'est qu'en fait, si on prend ces points-là en compte, on déploie à grande échelle un biais inconscient et ça pose un sujet. Dernier exemple que j'ai envie de montrer, et là tu peux passer sur les slides, c'est un exemple qui est très visuel, qui a été fait avec Gemini 1. Ça ne se reproduirait plus aujourd'hui. C'est un papier de recherche qui a été fait par Harvard il y a 2 ans et qui montre en fait que quand même, quand on crée une image, à l'époque, c'était basé sur des corpus d'images existants. Et l'exemple que je vous montre, ils ont fait 2 prompts. Premier prompt, fais-moi un groupe d'enfants blancs, pauvres et malades dans le style du photojournalisme. Ça marche très bien. Ils sont blancs, ils sont pauvres, ils sont malades. Deuxième prompt, fais-moi un groupe de médecins africains noirs dans le style du photojournalisme. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes médecins, mais ça marche très bien. Slide suivant. Après, ils ont mélangé les 2 prompts. Et là, ça marche plus du tout. C'est-à-dire que fais-moi un groupe de médecins africains qui vaccinent les enfants blancs, pauvres et malades. Bon, bah, les enfants ne sont pas blancs. On assiste un peu, on a droit à un guérisseur traditionnel africain, sauf que c'est un blanc en boubou. C'est slide suivant. Quand tu repromptes en insistant un peu lourdement, on a un guérisseur africain qui essaye de guérir un enfant taché. Donc, dans la catégorie colonialiste, on est pas mal. Et quand l'IA est paumée, et ça, c'est le dernier slide sur le sujet, pour faire bien, elle nous met une girafe. Donc, ça peut paraître drôle. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand on a des IA qui sont entraînées sur un corpus d'images existantes, elles recréent ce qu'elles ont déjà vu. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, les biais ont été corrigés, mais c'est quand même super important d'avoir en tête que quand on crée quelque chose avec les IA, en fait, c'est quelque chose qui est probabiliste. Et donc, on est capable de reproduire des choses qui existent déjà et c'est très dangereux. Et le dernier métier que je vais aborder avant de conclure, c'est l'anticipation de scénarios de crise. Moi, je suis assez proche des armées. Il se trouve que je suis également réserviste citoyenne à mes heures perdues. Je suis marin. Et ce que font les armées très bien, ce que vous pouvez dupliquer dans vos organisations, c'est la façon dont ils prévoient les crises. Ils ont monté un truc qui s'appelle la Red Team et qui maintenant est devenu le radar. Ils ont demandé non pas à des généraux et à des amiraux qui sont des gens super, mais qui peuvent être, par leur vision, parfois obsédés par les guerres du passé. Ils ont plutôt demandé à des, non pas à ces gens-là, mais ils ont demandé à des scénaristes, à des auteurs de science-fiction, à des dessinateurs, d'anticiper les guerres du futur, de se projeter hyper loin, de se mettre à 2060 et d'aller anticiper ces scénarios. Ça s'appelle la Red Team. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont mis en place dans leur organisation quelque chose qui s'appelle la Blue Team, qui là, pour le coup, est tenue par des militaires et qui sont là pour prendre en compte les scénarios, soit les plus probables, soit les plus dangereux, on va dire. C'est les deux cas qui sont adressés, et faire en sorte de préparer l'organisation à adresser d'une part le scénario le plus probable, en clair une cyberattaque et une attaque informationnelle, ou le scénario le plus dangereux. Et bien, de temps en temps, quand on fait les plans de résilience de son entreprise, faire le scénario le plus probable de qu'est-ce qui peut empêcher l'activité ou qu'est-ce qui peut être le plus dangereux, je vous renvoie à 2020 et la pandémie, on ne l'avait pas tous en tête. Ça peut être bien pour préparer le futur. Pour conclure, et après, je prendrai vos questions, et j'espère qu'il y a plein de questions, Aurélie, dans le chat. Et s'il n'y en a pas, bah, c'est le moment de les poser. Je vais partager avec vous 4 facteurs clés de succès qui, selon moi, permettent d'adresser ces métiers du futur avec efficacité dans l'organisation. Le premier, c'est l'agilité. Et la première agilité, c'est l'agilité du réseau. Et le réseau, ce n'est pas juste se connecter à LinkedIn, c'est aussi se rencontrer.
Et c'est pour ça que moi, je suis ravie qu'on se rencontre aujourd'hui digitalement, qu'on puisse partager, qu'on puisse avoir ce temps de questions-réponses. Parce qu'en fait, plus on regarde ce que fait le voisin, le petit copain dans une autre région, dans un autre pays, plus on est curieux et plus on va être apte à appréhender ces sujets-là parce qu'en fait, le voisin fait peut-être des trucs qui marchent extrêmement bien. Et donc, cette agilité mentale-là et cette faculté à rencontrer les gens, à partager des bonnes pratiques, c'est vraiment le tout premier levier pour rendre son entreprise résiliente. Deuxième sujet, c'est la prise en compte des diversités. Et j'insiste, et j'ai mis un dessin un peu humoristique que je vous laisse lire. Et volontairement, je n'ai pas mis de mots-clés, mais je parle bien des diversités. Il y en a 5. Le genre, l'orientation sexuelle, les générations dont on a déjà parlé, le handicap et l'origine sociale et culturelle. Et ces 5 diversités, elles sont clés dans la façon d'appréhender le futur. Et pas juste parce que ça fait joli, pas juste parce que c'est éthique. Puis d'ailleurs, c'est d'ailleurs un petit peu moins à la mode depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir. C'est important parce que c'est un facteur de performance des entreprises. Vous avez une étude qui a été menée par McKinsey sur 10 ans, sur 1000 entreprises et sur 15 pays. Et ils ont regardé sur ces 1000 entreprises comment était la performance en fonction de la diversité. Diversité de genre, donc en claire parité, surperformance de 25%. Diversité d'origine sociale et culturelle, surperformance de 36%. Et inversement, le dernier quartile, les 25% d'entreprises les moins diverses, sous-performance de 19%. Plus 25, plus 36, moins 19. Donc les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Et pourquoi? C'est assez simple. Quand on est tous dans une pièce, que ce soit un comité de direction, que ce soit une boucle de recrutement, que ce soit un brainstorm, et qu'on est tous pareils, quelle que soit la façon dont on est pareil, on est tous urbains, on a tous le même âge, on a tous le même genre, on a tous les mêmes études, et ben on a plus de chance ou plus de risques de faire un truc qui s'appelle le biais de confirmation, le oui, 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 oui. Et ça, c'est hyper dangereux parce qu'en fait, on ne voit pas l'iceberg arriver. Et le fait de se dire, bah, je mets un petit peu, je saupoudre un peu de diversité, je mets des profils un peu différents, je vais chercher pas toujours les mêmes gens. Enfin, ce que j'appelle moi l'impertinence élégante, en fait, je mets le poil à gratter avec respect dans la prise de décision pour s'assurer qu'on a bien une vision à 360 de tout ce qui peut nous arriver, bah, c'est pas mal. Troisième point et capacité qu'il faut développer, c'est le sens critique. Je n'ai pas abordé ça parce que j'étais un peu vite, mais on a un sujet avec les intelligences artificielles qui sont les hallucinations. Dans 30% des cas, une IA va vous sortir à un moment ou à un autre une énormité. Pourquoi? Parce que l'IA, elle est dressée à répondre à une question. Et donc, si elle n'a pas la réponse, elle va avoir tendance à l'inventer. Donc, moi, je vous recommande 2 choses. D'une part, aiguisez votre sens critique quand vous utilisez une IA pour voir si les réponses qu'on vous donne, elles tiennent la route ou pas. Demandez à l'IA de les sourcer, de critiquer les sources qu'elle utilise. Mais surtout, dans votre propre, mettez « et si tu ne sais pas, tu n'inventes pas, je t'interdis d'inventer » et ainsi de suite, parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir en tête que les IA, encore une fois, elles sont là pour répondre à une question. Et si elle n'a pas la réponse, c'est combien d'œufs va vous pondre une vache, hein. Si vous lui posez cette question-là, elle est paumée, l'IA. Et donc, c'est important d'avoir du sens critique et d'utiliser les IA pour ce qu'elles savent faire et de critiquer les réponses. Et dernier point, la dernière capacité qu'il faut cultiver, c'est la curiosité et surtout la capacité d'apprendre à apprendre. Moi, c'est pour ça que je suis devenue conférencière, que je fais des podcasts et que j'écris des bouquins. C'est pour rencontrer des gens. Moi, ma façon d'apprendre, c'est en rencontrant et c'est en discutant. Moi, je vais apprendre aujourd'hui dans la partie questions-réponses qui démarre dans 30 secondes, parce que c'est ça qui, en fait, permet de voir d'autres choses et de découvrir un peu ce qui se passe. Et je voulais conclure, en fait, en utilisant, en fait, les propos de l'agent Smith, parce que vous l'aurez compris, j'aime bien la pop culture et j'aime bien Matrix. L'agent Smith, il a dit « N'envoyez jamais un humain faire le travail des machines ». Il a raison, mais l'inverse est vrai aussi. Et je voulais vous laisser, en tout cas, terminer ce long monologue dont je m'excuse sur « N'envoyez jamais », et tu peux passer au slide suivant, « N'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain ». En fait, tout le message que je voulais vous passer ce matin, c'est que les deux sont complémentaires. Et j'espère que j'ai réussi. Et donc, je vais en profiter pour ouvrir la session questions-réponses. Si vous me le permettez de boire parce que je suis desséchée. Et voilà, donc, merci de m'avoir écouté. On te permet en tout cas, Isabelle. J'ai une première question. On y va. 3.
Étant donné le coût écologique, quels sont les critères à prendre en compte pour s'autoriser à utiliser un prompt? Exemple du DM à la maison versus usage dans la médecine. Ce sont des exemples évidents, mais dans quel cas plus nuancés? Alors, moi, je mettrais déjà de la nuance dans la question. Merci pour cette première question et pour celui ou celle qui s'est lancé déjà. Je pense que le DM à la maison, il faut aussi utiliser l'IA parce que c'est un sujet de formation de nos enfants. La capacité qu'ils ont à dialoguer avec une IA va être une compétence très importante. Et moi, je le vois sur le cas non représentatif de mon deuxième enfant, il se sert beaucoup de l'IA pour travailler ses DM à la maison. Au-delà de ça, je pense que le sujet, c'est comment est-ce qu'on devient autonome en énergie et comment est-ce qu'on fait des IA robustes et responsables. Moi, je suis convaincue qu'il faut aller mettre un maximum de data centers là où il y a de l'eau et où il y a du froid, en Islande, au Canada et ainsi de suite, et qu'il faut essayer de faire en sorte d'être beaucoup plus responsable, et nous, dans notre consommation du prompt, et les boîtes qui développent des data centers dans la façon d'avoir de ce qu'on appelle le edge cloud, donc du cloud qui est beaucoup moins énergivore. Donc le sujet, c'est que quand c'est pour faire une recherche de je ne sais pas quoi faire à manger ce soir, dans mon prompt, j'ai des pâtes dans mon placard, j'ai du parmesan et j'ai des champignons et de la crème. Ouais, je pense que là, ça ne sert à rien et c'est sûr qu'il va nous répondre, bah, fais des pâtes aux champignons. Le sujet, c'est est-ce que si là, je décide de prompter, qu'est-ce que je vais demander à l'IA et pourquoi est-ce que c'est nécessaire et surtout, combien d'itérations je vais avoir besoin de faire. Parce qu'en fait, il y a des fois où on va se taper 10 itérations pour arriver à faire le prompt qui va bien avoir la bonne réponse. Et il y a des fois où si on fait le bon prompt tout de suite, et moi je vous promets que mes prompts, ils font 4 km de long, hein. J'ai des prompts qui font 3 pages. Mais si on fait le bon prompt tout de suite, on consomme beaucoup moins d'énergie. Moi, ce que j'ai fait, pour être honnête, c'est que je me suis formée au prompt par les IA, notamment avec Claude, et j'avais déjà des prompts assez longs, mais je lui ai demandé de m'apprendre à prompter mieux. J'ai gardé des bibliothèques de prompts. Donc, plutôt que de réinventer l'eau chaude, j'ai un gros doc. Moi, je bosse toute seule, donc j'ai un gros doc où je garde tous mes prompts et je commence par recycler mes prompts pour éviter d'itérer. Donc déjà, le premier cas responsable, c'est faites une bibliothèque de prompts dans votre entreprise, histoire de ne pas refaire à chaque fois le même prompt. Donc rien que ça, quand on coupe les itérations, parce qu'on copie-colle un prompt qui existe et qui marche bien sur le business, on gagne du temps. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Mais les DM, c'est pas mal de les prompter aussi. Pas que, mais aussi. Merci Isabelle. Comment éduquer le Donc, sens c'est pas critique prompter. des enfants? Pardon? Pardon, oui, vas-y, je t'ai coupé. Non, Vas-y. c'est pas grave. Je dis, c'est pas prompter. Comment éduquer le sens critique des enfants tout en leur mettant dans les mains des outils IA qui ne leur permettent pas d'apprendre à écrire par eux-mêmes? Alors, c'est la question la plus importante et c'est une question qui est d'autant plus importante qu'on recrée des planchers qui collent et des plafonds qui adhèrent. Aujourd'hui, ce travail-là n'est que insuffisamment fait à l'école. Je ne critique pas l'éducation nationale. Ils font ce qu'ils peuvent. Tout le monde n'est pas formé. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils parmi les enseignants. Et donc, du coup, les enseignants qui le plus souvent transmettent le sens critique sont quand même assez gênés par rapport à l'usage des IA par nos jeunes. Du coup, soit le travail est fait à la maison par les parents et c'est super, et il a pu être fait avant les IA. Moi, j'ai souvenir de m'être accroché, là encore, je vais prendre le cas d'un de mes enfants, mais un jour, il vient de me demander à répéter une leçon d'histoire. Et sa leçon disait les croisades sont une défaite. Je lui dis non, les croisades ne sont pas une défaite. Les croisades sont une défaite pour les croisés qui se sont fait taper dessus. Les croisades sont une victoire pour les gens qui étaient en face. Les relis Hamid Malouf et les croisades vues par les Arabes. Waterloo, c'est une défaite ou c'est une victoire? Bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Je rappelle que les Anglais nous ont fait arriver en gare de Waterloo à Londres pendant assez longtemps. Donc en fait, le sens critique, c'est quelque chose qui est disjoint des IA. C'est quelque chose que je pense qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge, et à l'école, et par le cercle proche, et par les parents. Et le deuxième volet de la question, et ça c'est un vrai volet, alors qu'ils n'écrivent plus et alors qu'ils ne lisent plus. Et c'est vrai que moi je le vois, moi j'ai un usage de l'IA, et je pense que nous, on va dire qu'ils sommes dans une civilisation de l'écrit, et là je nous mets dans un sac, on va dire générationnel. Je ne sais pas quelle est la génération des gens qui nous écoutent, mais les quadras, les quinquas, on écrit. Les ados, quand ils échangent entre eux, ils s'envoient des vocaux, et quand ils échangent avec leur IA, ils leur causent. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, l'orthographe est en train de se perdre. Et donc, ce n'est pas forcément le sens critique qui disparaît, mais la civilisation de l'écrit, elle n'est pas très en forme et c'est un vrai problème.
Donc, il faut qu'ils lisent. Moi, j'aurais tendance à dire remettez aussi des bouquins dans les mains. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie ? Sur la partie commerciale, notamment prospection client, qu'est-ce que l'IA peut apporter à une entreprise ? Alors, moi, j'ai tendance à lui faire tout le plan d'action commerciale. C'est-à-dire, je lui dire, voilà, mes objectifs, c'est ça. Mes cibles, c'est ça. Mes meilleurs clients l'année dernière, c'était ça. Deux choses. Comment est-ce que je fais l'upsell sur ce qui existe ? Donc, comment est-ce que je fais, non pas de la prospection, mais de l'amélioration continue et croiser en fait la matrice des clients et la matrice des offres. Et après, effectivement, envoyer à l'IA voilà mes concurrents, regarde où est-ce qu'ils ont pensé à aller, est-ce qu'il y a des secteurs où j'ai des trous dans la raquette, est-ce qu'il y a des endroits auxquels je n'ai pas pensé, qu'est-ce que je peux dupliquer qui marche bien dans d'autres secteurs. Donc, en fait, l'IA est un fabuleux outil de veille et aussi un fabuleux outil d'analyse. Si dans mon plan de prospection, j'ai envie de regarder les rapports annuels de tous mes concurrents, ce qui prend un temps de ma boule, je me fais le prompt qui va bien pour analyser toute la documentation de mes concurrents, toutes les documentations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je suis sûre qu'il y a un paquet de livres blancs qui sont faits, et en tout cas, et concaténer ça, et faire en sorte que ça me sorte des idées nouvelles pour la prospection, et que ça m'aide à penser à des idées auxquelles je n'ai pas pensé, rien que pour les ventes croisées par rapport à mes offres. Donc, voilà ce que j'aurais tendance à faire. C'est un outil de gain de temps, en fait. Merci Isabelle. Pouvez-vous nous préciser votre vision sur l'inclusion numérique en entreprise ? Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot parce qu'il y a beaucoup de peur. Alors, inclusion numérique, on en a parlé sur les 13 millions de déconnectés. Il ne faut pas se leurrer. On a dans nos entreprises des gens qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Et ceux-là, c'est ceux qui vont aller sur l'IA en dernier, c'est ceux qui vont se planquer. Et en fait, c'est dramatique parce que ceux qui vont se planquer, quand les concurrents ou quand les confrères ou quand les plateformes, ce sera quelque chose qui sera quasiment obligatoire. Quand la bureautique, tout passera par l'IA parce que fais-moi le compte-rendu et ainsi de suite, ou fais-moi les 12 slides qui vont bien, ça passera par une IA. Ces gens-là, ils seront dépassés, ils seront beaucoup moins employables. Donc moi, j'ai tendance à dire, il faut rassurer tout le monde. On est tous passés par là. On a tous prompté une première fois en se disant, bon sang, comment ça marche ? Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce truc-là. C'est pas grave, il faut dédramatiser. Par contre, effectivement, le refus d'obstacles, il va vite être très gênant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les révolutions, elles vont de plus en plus vite. On a parlé de l'électrification qui était arrivée en 100 ans, on a parlé de la micro-informatique qui est arrivée en 10 ans, de la révolution de l'IA qui est arrivée, on va dire, en 4-5 ans. Sur les IA génératives, c'est 2 ans. Quand on va avoir les agents IA qui vont faire le taf à notre place, qui sont déjà en train de trier nos mails et ainsi de suite, c'est 2 mois, quoi. Donc, en fait, là, il y a un vrai sujet. Et donc, je pense que le sujet, c'est de la réassurance et de la mise en main d'outils. Ok, on va s'arrêter là pour les questions. Là, il y a pas d'autres questions. Il y en a d'autres, mais on vous les enverra peut-être, Isabelle. Oui. Avec plaisir. Hein ? Merci beaucoup. Moi, je voulais vous remercier pour l'organisation, le temps, l'échange. J'ai passé un super moment. Donc, et avec plaisir pour répondre aux questions qu'on m'envoie. Et puis, contactez-moi tous sur LinkedIn. En général, je réponds. Pas forcément hyper vite, mais en général, je réponds. On va vous laisser filer, Isabelle, et vous remercier sincèrement. Et on va laisser la main à Sylvie pour conclure. Voilà. Un grand merci, Isabelle. Parce que je sais que vous ne pouvez pas, voilà, vous êtes un peu contrainte par le temps. On vous laisse vous échapper. Je vais poursuivre avec les participants qui sont encore ici. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Donc oui, nous sommes un petit peu contraints pour Isabelle et donc nous la laissons partir. Juste pour terminer donc notre webinaire, même si effectivement on a encore pas mal de questions, donc comme on vous l'a dit, soyez rassurés, on va les transmettre à Isabelle et vous aurez les éléments de réponse. Moi, je voulais juste conclure du point de vue de l'agence avec vous, c'est qu'effectivement, j'espère que vous avez passé un moment intéressant et qui, du coup,
continue d'aligner en fait les propos avec ce que nous on vous a proposé tout au long de l'année au travers des éléments de ce sujet sur la transformation des compétences sur notre newsletter trimestrielle. N'hésitez pas aussi à vous réabonner. On a donné des ateliers, alors pas encore sur tous les territoires, mais on a initié ces premiers ateliers avec vous, entreprises, pour cette réflexion, comment m'y prendre, voilà, pour réfléchir au métier de demain. Donc, effectivement, il y avait un angle IA aujourd'hui, mais vous avez vu, c'est beaucoup plus large. Et donc, comment je m'y prépare, comment j'accompagne mes collaborateurs et comment je les forme ou du coup, je les oriente vers d'autres métiers en interne. Et donc, n'hésitez pas à retourner et prendre contact avec tous les collaborateurs de l'agence qui sont répartis sur l'ensemble des territoires. C'est clair qu'on continuera de travailler cette thématique toute l'année 2026, parce qu'il y a, vous l'avez vu, il y a énormément de travail. On n'en est qu'au début, ça c'est clair. Et c'est vrai que les conclusions, les exemples que Isabelle a pu nous amener, j'espère que du coup, ça vous a aussi aidé à réfléchir et à voir comment ça pouvait se passer dans votre entreprise. En tout cas, c'était l'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui. Et je remercie toujours Farida et Aurélie qui sont à mes côtés pour organiser ces temps d'échange avec vous à distance. On essaie de travailler une petite version différente pour 2026, qui soit un peu plus encore dynamique sur cette année qui arrive. Et puis, vous annoncer notre prochain webinaire qui aura lieu le 23 janvier, le manager la transition autrement, qui faisait le lien, bien sûr, avec un item qu'a évoqué Isabelle. Voilà, en tout cas, ravi de vous avoir à nos côtés. N'hésitez pas à transmettre aussi autour de vous ce lien de connexion lorsque ça vous paraît être intéressant et pertinent en termes de suivi. Et on vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année, puisque voilà, nous avons conclu notre thématique de 2025 et on est content de pouvoir continuer ces webinaires l'année prochaine. Voilà. Un grand merci à tous et puis à bientôt. Belle fête, au revoir tout le monde. Passez de belles fêtes. Merci, au revoir.